Et d'ailleurs, c'est intéressant là que tu parles du mix et du rangement parce que bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt cadré de ce côté-là. J'essaye d'être le plus carré possible de façon à ce que les gens qui reprennent la timeline après moi aient pas de problème pour faire leur part du boulot. Mais le truc que moi j'ai eu, c'est que je l'ai appris dans la durée, de projet en projet. Et au bout Mm. d'un certain nombre d'années, j'étais devenu ce que je suis maintenant. C'est-à-dire avec ma façon de travailler, au début, j'étais extrêmement bordélique, hein, comme tout le monde. Et le truc que je trouve bizarre, au final, c'est que moi, j'ai pas fait d'école, hein, j'ai pas eu de formation et tout ça, donc je trouvais ça normal de pas savoir d'avance comment fallait faire les choses. Tu vois. Par Ouais. contre, je pense que j'ai un profil qui est pas ultra répandu, hein, d'être aussi loin du truc à la base. Moi, je suis arrivé vraiment sur le tard en montage, mais j'ai le sentiment que souvent les monteurs en fait n'apprennent pas ça. C'est-à-dire que quand ils arrivent en prod, qui est censé leur apprendre comment il faut ranger, comment il faut organiser la timeline pour les gens qui arrivent derrière? Parce que moi j'ai vu beaucoup de monteurs qui font pas ça en fait, qui ne rangent pas spécialement et donc ça fait des allers-retours. Eux ils sont plus là parce que comme tu l'as dit, comme ils coûtent cher, eux on les a pris sur une certaine durée de temps puis ensuite ils repartent. Donc du coup c'est les assistants qui récupèrent la patate chaude. Ouais. Mais voilà. Est-ce que toi, dans ton expérience, dans ta boîte, ça vous arrive souvent d'avoir des monteurs comme ça qui sont pas très organisés, quoi? Alors, je vais dire un truc un petit peu, voilà, un petit peu Ça cassant, dénonce. mais Ça voilà. dénonce. On va dire que pour les monteurs à vide, c'est très rarement le boxon. Parce que même si aujourd'hui Premiere Pro gagne quand même des parts de marché, faut quand même dire que vraiment dans le broadcast, dans la post-production documentaire, Ouais. série télé, etc., Avid, ça reste quand même C'est la référence. le mastodonte. Ouais, ça reste la référence. Euh, Ça reste une petite boîte hein, ouais. comparée à Adobe, mais ça reste la référence. Euh, la plupart des monteurs à vide, très honnêtement, ils ont l'habitude de bosser sur des gros projets, donc de bosser avec du monde. Donc, la moindre petit truc qu'ils font où ça se passe pas bien, ils se font taper sur les doigts direct. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, le mixeur il reçoit un AF avec toutes les pistes son qui sont genre typiquement ce que j'ai vu vendredi, c'est-à-dire tu as le dialogue en piste 1, puis en piste 12, puis en piste 4, puis en piste 12, puis en piste Oh 2. l'horreur. Vraiment, c'est vraiment ça. Et ça, c'est les 30 premières secondes. Et tu Ouais. as la musique, pareil, tu as les effets sonores, pareil, enfin, etc. Le mixeur reçoit ça, il va appeler la prod et il va dire quoi? Il va dire bonjour, en fait, voilà, je suis un tel, je vais mixer en une journée votre 26 minutes. Problème, il me faut une demi-journée pour tout ranger. Et là, la prod, forcément, elle va se retourner vers le monteur, etc. On essaye d'éviter ça. Moi, j'essaie d'éviter ça. C'est-à-dire que quand je vois que ça commence à partir un peu en sucette, je le dis. C'est-à-dire que je dis attention, là, ça va être un peu chiant pour plus tard, etc. Parce que mon but, c'est pas que les techniciens, les monteurs, etc., se fassent taper dessus. Mais c'est vrai que, d'un point de vue Avid, vu qu'ils ont l'habitude de bosser sur des gros projets en broadcast, c'est rarement le cas. Sur Premiere, par contre, comme tu dis, il y en a quand même beaucoup qui ont commencé en autodidacte, etc. Et là, par contre, c'est moi qui vais leur dire. Très souvent, c'est moi. C'est-à-dire que je vais... Alors, des fois, je le loupe. C'est-à-dire que ça m'est arrivé une fois de louper un truc, un gros documentaire qu'on faisait d'1 heure et demie. Et j'ai un peu zappé d'aller voir comment il bossait et je me suis rendu compte que c'était une catastrophe. Donc là, je lui ai dit, je l'ai même appelé, hein, pour le coup, je lui ai dit, là, il y a un gros problème. La personne n'a pas voulu entendre le truc. Pour le coup, j'ai commencé à ranger un peu la timeline, mais comme le studio de mix me pressait, bah, je l'ai envoyé tel quel, presque tel quel. Et du coup, l'ingé son récupère du boulot en plus alors qu'il a très peu de temps, quoi. Ouais, alors en plus, c'est un ingé son qui est très pointilleux, on va dire. Donc, ouais, ça a été très compliqué pour le monteur, derrière. Mais voilà, c'est un peu, c'est une bonne chose de parler de ça aussi, dans le sens où ça montre une petite différence qu'il peut y avoir entre bosser chez soi et tout faire soi-même, parce que quand même, faut reconnaître une chose, typiquement aux monteurs YouTube, hein, qui font le montage, qui font le mixage, mais qui font également le motion design, etc. À l'inverse, le monteur Avid, on va dire, le monteur Avid, au contraire, c'est limite d'ailleurs les synthés, ce qu'on appelle les synthés, donc les titres, l'habillage, etc. Il ne va pas les faire. Il va faire que le montage. Il va juste faire en sorte que tout soit bien organisé pour que, justement, dans le workflow, tout se passe bien.
Mais généralement, moi en tout cas, pour les étudiants et ceux qui commencent, c'est moi qui vais leur dire attention de bien vérifier comment sont les pistes son. C'est-à-dire que si on ouvre une timeline et on voit que les pistes son c'est la catastrophe, tout de suite ils me préviennent. Ils me disent attention, là on voit que les pistes son ça ressemble à rien. Vous pouvez voir hein, il y a des gens qui postent leur timeline sur Discord. D'ailleurs, sur à peu près tous les Discords de montage, les gens postent leur timeline. Vous voyez tout de suite les personnes qui sont ordonnées ou pas. Et à la limite, vous travaillez pour vous-même, que vous soyez ordonné ou pas, ça ne me regarde pas. Par contre, ça va regarder si vous devez envoyer ça à quelqu'un à l'extérieur, ça va être un peu compliqué. Pareil pour la vidéo, c'est évident que si vous devez conformer des archives, c'est beaucoup plus simple si toutes vos archives sont sur les pistes 3-4 par exemple. Je prends un exemple au hasard, mais piste 1 et 2, interview, piste 3-4, les archives, piste 5-6, l'habillage, piste 7, les barres cinémascope, et piste 8, les sous-titres pour l'étranger, pour la distribution, pour ce que vous voulez. C'est juste en fait un truc qui permet derrière de gagner du temps, et énormément de temps, parce que pour ranger une timeline typiquement de 52 minutes, qui est mal rangée, ça prend un paquet de temps, et c'est source d'erreur, parce que vous pouvez toujours vous décaler quand vous passez des clips d'une piste à l'autre, vous pouvez toujours décaler une image ou deux, donc il peut y avoir des petites choses comme ça. Donc en théorie, c'est plutôt mon travail en tout cas de faire ça, quoi. Ouais, d'ailleurs, d'où ma façon à moi de travailler, hein, qui est liée à ça, c'est-à-dire que je sais pas si t'as vu, mais je compartimente vraiment ma timeline de façon à ce que en cours de montage, je ne puisse pas me tromper. C'est-à-dire que je mets toujours les mêmes éléments au même endroit, sans avoir besoin d'y réfléchir, parce que effectivement, si je le faisais comme je faisais avant, hein, d'ailleurs, c'est déjà arrivé, c'est-à-dire que je monte et ensuite je me réserve un temps pour ranger. Et ben ça, c'est source d'erreur, parce que par moment, on va oublier de remonter une archive au bon endroit, on va se tromper ou on va décaler quelque chose dans le montage qui fait qu'on va se retrouver avec une image noire qui n'existait pas à la base, et c'est source d'erreur en fait de pas le prévoir en amont. Ouais, et, exactement. Ouais. Quand on est monteur et qu'on est chez soi, on a notre petite timeline, notre petit logiciel, on met nos rushs, on manipule un peu nos trucs, tu vois, on est très bien. Par contre, quand tu bosses pour une prod, la conception, c'est que la timeline, elle n'est pas à toi. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que la timeline, c'est pas la mienne. En fait, c'est une timeline pour tout le monde. Moi, je l'ai à un moment précis, tu vois, mais cette timeline, souvent, je l'ai récupérée. C'est-à-dire qu'en fait, le projet, il a été préparé par quelqu'un avant que j'arrive. Et moi, je récupère ce projet dans lequel il y a des synchros qui ont été faites, des choses qui ont été préparées pour moi en amont. Et du coup, quand moi je fais mon montage, bah c'est pareil. C'est-à-dire que moi, après ce montage, je vais le refiler à l'ingé son, je vais le refiler à l'étalonneur, et donc il faudra que la chambre elle soit bien rangée parce que c'est pas chez moi en fait. Alors que c'est vrai que quand on est sur des petits projets, là je vois j'ai beaucoup de gens dans mon audience qui sont sur YouTube, tu vois. Donc leur timeline elle est à eux. Il y a personne en amont, personne après, ils étalonnent, ils mixent, ils se débrouillent, ils font leurs effets. Donc il y a que eux, donc c'est vrai que c'est moins gênant si c'est pas rangé de cette façon-là. Là où je vois que ça peut avoir un intérêt quand même d'être organisé comme ça, d'ailleurs il y en a deux, c'est que d'une part, plus tes projets vont être complexes, plus ça va t'aider, toi en montage, à ne pas te perdre dans ta timeline, parce que même si c'est ta chambre, si elle est mal rangée, tu perds du temps en fait. Si ta timeline n'est pas organisée, tu perds du temps. Et en plus de ça, peut-être qu'un jour tu vas te dire tiens, j'ai envie de passer un cap, et j'ai envie d'aller me lancer, d'aller toquer à la porte et d'essayer d'aller travailler en télé. Et t'auras gagné du temps en fait en t'organisant déjà parce que tu seras déjà un peu préparé. Alors que si t'arrives complètement en vrac, je pense que tes premières expériences elles vont être douloureuses. Moi ça m'est déjà arrivé d'être quand j'ai commencé à bosser en prod, j'habitais à Rouen. Et donc je faisais les allers-retours, je prenais le train et tout ça, et donc ça m'est arrivé une fois de terminer un projet, de dire bon voilà, au revoir, je m'en vais, je rentre chez moi, d'aller à la gare Saint-Lazare, de prendre le train, et dans le train on m'appelle. Et là on m'appelle et on me dit il y a un problème en fait, la timeline c'est pas cool, c'est le bordel, on retrouve rien, et moi j'ai dû revenir. Voilà, et j'ai dû revenir. Et je sais qu'après j'ai cultivé ce stress quand je quittais le boulot de me dire j'espère que ce coup-ci on va pas me rappeler parce que ça m'est arrivé 2-3 fois quand même. Et ensuite j'avais ce stress à chaque fois que je terminais un projet de me dire c'est terminé mais c'est pas tout à fait terminé, donc du coup t'as une sorte de petite anxiété que j'ai plus maintenant, parce que maintenant je survérifie tout ce que je fais, c'est-à-dire que je range ma timeline en permanence, je range mon projet en permanence, et avant de donner à qui que ce soit, je regarde le film 2 ou 3 fois en timeline. Quand je fais un export, je regarde l'export,
Donc quand j'envoie quelque chose à quelqu'un d'autre, hein, quand c'est des boîtes qui font le prestataire comme vous avez fait pour RMC, et ben ce que je vous envoie, je l'ai vérifié pour de vrai. Et Ouais. donc je sais ce que je vous ai envoyé, donc moi je peux aller faire la fête après. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est une discipline que j'ai acquis bien plus tard. Je crois que ça m'a mis peut-être 7-8 ans, quoi. Parce qu'en fait, tu sais pas en fait d'où viennent les problèmes, d'où viennent les trucs, et tu t'imagines que tu vas réussir en te concentrant à être plus carré que la fois d'avant. Alors qu'en fait, il suffit de compartimenter. Mm. Et tu te sors ça de l'esprit, quoi.